Alors, silence dans les rangs, hein, parce que sans ça, vos voisins, comme il n'y a pas de sono, vos voisins risquent de ne pas entendre ce qui se dit s'il y a des bavardages à côté de vous. On ne présente plus Nicole Linard, surtout ce soir. Oliver Brax est le préfacier notre petite revue. Et donc, évidemment, il était tout indiqué pour se charger d'animer et de présenter le travail de Nicole, dont il s'agit essentiellement à l'occasion de la parution de cette revue. Je précise que cette revue est la première publication de la librairie Tropique en tant que maison d'édition. Nous allons démarrer. C'est une revue qui va être bimestrielle, c'est-à-dire tous les 2 mois. Le prochain numéro, il sera encore un peu question de maoïsme, puisqu'il sera consacré au texte récent, inédit, que Alain Badiou m'a confié, dont il m'a demandé de faire une édition critique avec quelques amis. Ça, c'est dans 2 mois. 2 mois après, il y aura encore plein d'autres choses. Et donc là, c'est en même temps la soirée de gala, de lancement des éditions de la librairie Tropique. Là-dessus, je vous passe la parole. Donc merci Dominique, merci à tous d'être venus en masse dans ce lieu de perdition et de corruption de la jeunesse et de suivre nos activités de propagande. Donc comme le disait Dominique, ça correspond à une nouvelle formule, une nouvelle recette. Vous l'avez peut-être connue sous forme de journal pour certains d'entre vous. On passe à la revue maintenant avec un numéro thématique qui s'appelle donc l'établi au féminin. Et ce soir on est là pour mettre en valeur des textes qui ont été écrits par Nicole, ici présente. Donc, il y a quelques mois déjà, Dominique m'a suggéré de compiler des textes de Nicole, un premier qui avait été écrit il y a un certain temps, qui est devenu par la suite l'établi, le texte principal. D'autres, je lui ai notamment demandé de s'exprimer sur sa vision du féminisme. Alors pourquoi est-ce qu'on allait s'intéresser à la question de l'établissement ? Ça vient d'avant tout de l'adaptation en film du livre de Robert, très connu, L'Établi, livre de 78, quelque chose comme ça, qui a été adapté au cinéma il y a quelques mois, l'été dernier, quelque chose comme ça, que d'un accord commun, pas seulement Nicole, Dominique et moi-même avons trouvé assez mauvais, enfin scandaleux à tous les points de vue, plutôt apolitique, étonnamment, agéographique sans l'être, c'est-à-dire très psychologisant, avec une forme de focalisation extrême sur la personnalité de Robert, plutôt que ce qui nous semblait être le propos du livre, c'est-à-dire la question de ce qu'était la génération Mao et en particulier de la GP à laquelle il a participé. C'est donc pour ça qu'on a sollicité l'expérience de Nicole, qui va donc nous parler brièvement de ce qu'était l'établissement. J'ai ici un livre de Michel Manceau qui s'appelle Les Mao en France, qui avait une petite notoriété à une époque, puisque le livre a été préfacé par Jean-Paul Sartre. C'est une série d'entretiens, et dans ce cas-là, le premier personnage, Georges, 26 ans, élève ingénieur devenu ouvrier, nous explique un peu ce qui pour lui est l'établissement. Il y a 3 manières de se lier aux masses, dit Mao: y aller à cheval et regarder du haut de son cheval, descendre de son cheval et cueillir des pâquerettes, et puis il y en a une 3e qui s'appelle s'établir. Alors, qu'est-ce que c'est que s'établir ? Nicole, je te laisse la parole pour y répondre. Oui, merci beaucoup. Merci à Dominique, qui non seulement est libraire, mais maintenant éditeur, et qui s'occupe de tout au niveau du quartier, une espèce de guérilla urbaine, et qui s'occupe aussi de ses oiseaux. En tout cas, il a énormément contribué à ce fascicule que vous voyez. D'abord, je vais rappeler que l'initiateur, en fait, de l'idée de l'établissement, c'est pas moi. En fait, c'est un syndicaliste qui s'appelle Jean Daumas et que j'ai connu en août 67, qui était le responsable de l'usine CGT de Périer, à Vergès, dans le sud. Et j'avais été me baigner avec ma fille, l'autre, et il y avait des ouvriers qui distribuaient des tracts sur la plage, et il y avait une grève illimitée à Périer-Vergès, en plein mois d'août. J'ai voulu bien sûr aller connaître ce monsieur, et je lui ai expliqué qu'on avait un journal qui s'appelait Servir le peuple, qu'on pouvait faire un article. Il était ravi, parce que personne parlait de sa grève dans les médias. Bon,
Il me commande 800 numéros. C'était quelle année? C'était 67, août 67. Et quand j'ai amené les journaux, il fallait bien que je lui dise ce qu'on était réellement. Je lui dis, bon voilà, on est contre la ligne révisionniste du PC, donc de la CGT, et on est pro-chinois. Je me souviens très bien qu'il a éclaté de rire, il m'a dit, ça tombe bien, je suis pro-albanais. Tout ça tombait très bien, en effet. Et on a discuté, et quand je suis partie, il m'a dit, un des seuls moyens pour vous, intellectuels, si vous voulez vraiment connaître les ouvriers, la vie ouvrière, c'est de travailler avec nous dans les usines. Donc c'est vraiment lui qui a lancé l'idée. En fait, après, moi je suis la première, quand Robert il est revenu de Chine, où ils avaient été invités, la délégation. Notre organisation s'appelait l'UJCML, Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Ils avaient été invités en Chine à plusieurs. Et je l'ai convaincu tout de suite de l'idée d'établissement. Et lui l'a imposé quand il est revenu en septembre à la réunion de l'ensemble des militants de l'UJ. Et donc, un des premiers étapes, moi je me suis établie donc en novembre-décembre 67, donc bien avant 68. Et parmi les premiers, il y avait Pierre Vidal-Naquet, qui est le fils de l'historien bien connu, helléniste, très engagé aussi. Lui, il faisait HEC, il était en 3e année. Il s'est établi à Contrexéville en janvier 68. Là encore, c'est un des premiers avec moi. Et il écrit, alors il a donné une interview il n'y a pas longtemps dans Les Temps modernes, qui est de 2015, après beaucoup d'hésitations pour raconter son histoire. Et il écrit... si quelques intellectuels, disons plutôt des étudiants, prennent le chemin des usines dans les années 68, ce n'est ni pour partager le sort et le combat des plus démunis, ni pour porter un témoignage sur la classe ouvrière, comme cela a dû être le cas de Simone Veil dans l'entre-deux-guerres, encore moins pour apporter la bonne parole, comme ont pu faire les prêtres ouvriers. La perspective était beaucoup plus radicale. Si je parle de lui comme un des premiers établis, c'est que son usine Contrexéville était liée à Perrier, c'était le même groupe. Et quand la grève générale a débuté dans les usines, ils se sont rejoints au niveau des mots d'ordre, des connexions. Il a été... en plus, j'avais fait établir un de mes camarades à l'usine Perrier, chez Jean Domas, le fameux. Bon, donc... lui, Pierre Vidal-Naquet, s'il n'est pas là, c'est qu'il habite, il n'habite pas à Paris, mais il est tout à fait d'accord avec tout ce qu'on dit. Et il est resté, alors là aussi c'est assez curieux, il est resté établi pendant au moins 6 ans. Il a été vidé de Contrex après la grève, mais il s'est réétabli dans diverses usines. Il a même fait un temps de prison. Quand je vous dis qu'on était peu nombreux, avant 68, on était 5 ou 6. Il y avait, je la cite, Jenny Chaumienne, qui était la fille du psychanalyste Lefebvre-Pontalis, qui était établie, elle à Concarneau, dans une sardinerie, et qui me racontait que les ouvrières avaient des coiffes et parlaient breton. C'était un peu difficile de se lier avec les ouvrières. Par contre, son mari, Christian, lui, était établi chez les dockers. Et il était très content de la situation, d'ailleurs. Il trouvait ça très bien, les dockers. Il y a eu aussi Charles-Henri de Choiseul-Pralin. Inutile de vous dire que pour s'établir, il a supprimé un peu son nom. Il s'est établi d'abord à Saint-Nazaire et ensuite à Flins. Et lui aussi, il est mort il n'y a pas très longtemps, mais il est resté lui aussi 4 ou 5 ans, bien après la fin, la dissolution, on le verra, de l'AGP. C'est des cas particuliers.
Alors, j'en cite un, Maurice, je ne sais pas son nom, qui était à la SNCF. J'en cite un autre pour vous faire rire. C'est Gérard Miller, figurez-vous, chez les paysans nantais. Avant qu'il soit chroniqueur Qui, télé, avant après d'être avoir été chroniqueur, mille choses entre-temps. mille choses entre-temps, et surtout qui a bien mal tourné, comme vous le savez. Bon, pour mieux définir le concept d'établissement, il faut quand même citer Robert, et c'est un des seuls endroits où il s'exprime très personnellement cette fois-ci. Et son message de l'établi est directement dirigé, on le verra, contre Béni Lévy. Parce qu'en fait, la ligne de l'établissement, telle que je l'ai définie, était de trouver des ouvriers révolutionnaires, de former des groupes. Il écrit, Robert, pour contribuer à la résistance aux luttes, à la révolution. Dans nos débats d'étudiants, je me suis toujours opposé à ceux qui concevaient l'établissement comme une expérience de réforme individuelle. Pour moi, l'embauche d'intellectuels n'a de sens que politique. Ça, c'était la ligne de Lugy, on verra. Et bien sûr, c'était contre Béni Lévy. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en septembre 68, Robert, à la suite de maladies psychiatriques qu'on connaît, l'UJCML a été dissoute et Béni Lévy a pris la direction et a formé la gauche prolétarienne. Et donc, lui prônait... Alors, le sens de l'établissement, cette fois-ci, a changé avec Béni Lévy. C'était beaucoup plus une réforme intellectuelle, à base, dans les réunions qu'on avait, à base d'autocritique. Les gens qui ne voulaient pas s'établir leur demandaient pourquoi vous voulez rester des petits bourgeois, etc. etc. Donc c'était... on n'était plus du tout dans un sens très politique tel que le définissait Robert, en fait. Malgré ça, il y a eu quand même plus d'1 millier d'établis en France à l'époque de Béni Lévy, ce qui est quand même... Il y avait combien de militants, en gros, de la GP à cette époque-là? Au début, quand la GP est formée, on était une vingtaine. Oui, mais à ce moment que tu évoques, là, où il y avait 1000 établis. À ce moment-là, je ne sais pas, 100, 200 à peu près. Donc les établis n'étaient pas forcément adhérents de la GP. De la GP. C'est vrai qu'il y en avait d'autres, mais enfin, c'était quand même... Non, il devait y en avoir plus de 200 000, parce qu'on a beaucoup recruté. Il y a eu... La GP a fait pas mal d'actions d'éclat, est devenue très connue, et il y a eu, après les 20 premiers qui sont arrivés, on a eu beaucoup de lycéens, par exemple. Donc Christian Jambet, entre autres. Enfin, il y a eu un afflux de militants, et beaucoup d'établis. Il y en a un qui est d'ici, Jacques Ebadian, qui était dans une usine de produits colorants, non, Valentine, non, et il y en a eu beaucoup d'autres. Certains ne peuvent pas être là, comme Olivier de Sardan, mais qui viendra le mois prochain. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines, ici, Olivier de Sardan, qui lui aussi a supprimé le 2, bien sûr. Qui viendra nous parler de ce qui se passe au Sahel. Au Sahel, oui. Il a la double nationalité maintenant nigériane et il vient du Niger. Mais je reviendrai sur lui par ailleurs. Et il y a eu beaucoup de lycéens, donc Christian Jambet en particulier, qui malheureusement n'est pas là. Enfin, qui à l'époque était lycéen. Qui à l'époque était lycéen. lycéen. Il n'est plus lycéen. Et puis, j'ai retrouvé quelqu'un assez amusant, qui s'appelle Jean-François Le Petit, qui était producteur et cinéaste, et qui avait fait 3 hommes et un couffin, figurez-vous. C'est quand même assez étonnant. Et bon, tout à fait par hasard, j'avais été le voir, et il m'avait dit... Oh, génial, Nicole Linard, je suis ravie de vous connaître. J'étais établi à Bordeaux. Alors lui, j'ai son contact, il ne pouvait pas venir, mais bon, vous voyez, il y a eu
les gens des camarades avec qui j'ai repris contact, qui ne sont pas venus là, comme Jean Rollin, comme Leslie Kaplan, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'excès d'usine, je sais pas si vous... Daniel Rondeau également, qui a écrit L'enthousiasme. Bon, il y a eu beaucoup de gens, j'en cite... Juste une incise, dans la revue, dans le livre, il faut lire bien sûr, un des thèmes du livre, c'est quand même de faire l'inventaire de ce qui fut à un moment quand même l'acmé du gauchisme, de la contestation révolutionnaire en France en 68. Et en gros, même s'il y avait relativement peu d'adhérents, je parle sous ton contrôle, à la GP, tout le monde, pendant quelques semaines ou quelques mois, était maoïste, y compris tout ce qu'on comptait comme people à l'époque du monde intellectuel. Vous verrez qu'il y en a quelques-uns que vous allez retrouver, y compris en photo dans le... On va peut-être parler à la fin de ce qu'ils sont devenus. Oui. Alors, des gens tout aussi notoires, dans le monde intellectuel, Sartre, etc. Dans le spectacle, on a aussi bien Godard que Truffaut et tant d'autres. On a parlé de différentes personnes. Mal, Astruc et compagnie. Donc c'était à peu près dans tout le monde artistique et puis comme il y a je sais qu'il y a des architectes dans la salle, il y a bien sûr, il y avait tout le groupe et Roland Castro. Et voilà, pour Sanzac, pour Tarzan Park, toutes sortes de gens dont certains ne sont plus là aujourd'hui, quelques-uns, beaucoup sont encore là. Tout le monde était Mao. Et pour préciser les choses, sur la ligne pour l'essentiel de la GP, qui était vraiment le summum du truc trendy, comme on ne disait pas à l'époque. Je veux dire que des gens des courants comme ceux d'Alain Badiou et autres, qui étaient également maoïstes, n'avaient pas du tout le même impact d'influence idéologique et mondaine, il faut bien le dire, pendant cette brève période de 68. Donc, pour moi, cette fois-ci, je reviens à moi, l'idée d'établissement était devenue essentielle, en fait. Je l'avais lancée, mais au début, je voulais rester à Périers, mais j'avais une petite fille de 1 an, enfin bon, c'était compliqué. Et donc, c'est pour ça que je me suis établie rapidement. Et en fait, parce qu'il faut comprendre que à Ulm, c'était très théorique, toute notre pratique était théorique. Et moi, je voulais passer à la pratique, comme disait Mao, descendre du cheval pour cueillir des marguerites ou des fleurs, ou des pâquerettes, ou tout ce qu'on veut. Enfin, c'était à peu près ça. Alors, je ne vais pas raconter ici l'histoire de mes 2 établissements, parce que, comme dirait mon copain, mon patron, il faut lire le livre. Procurer les il faut se procurer. Lisez le livre. Il faut lire le livre. Donc je ne vais pas vous raconter le contenu. Par contre, je voulais insister sur la diversité, en fait, des ouvriers que j'ai connus. La diversité de la classe ouvrière à cette époque. J'ai travaillé au début dans une usine de charcuterie avec des ouvrières et des émigrés. Les ouvrières, elles étaient bien loin des ouvriers syndiqués de Vergès, à Périers. Inutile de le vous dire. Ensuite, j'ai travaillé au NMPP, les ouvriers du livre. Là encore, mes ouvrières, elles étaient bien loin, et bien loin des ouvriers du livre, qui étaient très syndiqués, très politisés. Bien loin, encore plus loin, des jeunes prolos que j'ai rencontrés cette fois-ci pendant l'occupation à Citroën-Javel. Parce que c'est une histoire, c'est des gens assez extraordinaires que j'ai connus. Citroën-Javel, c'est 2000 ouvriers. Ils étaient une centaine à occuper l'usine. Et parmi eux, ils étaient une cinquantaine à la garder, cette usine. Il y avait, j'en parle parce que je l'aimais énormément et qui a quitté aussi, il y avait un mec qui s'appelait Dédé Narbonne, qui venait du Sud, son copain Joël qui était postier. C'était des jeunes qui allaient aux manifs. Les manifs étudiantes, ils avaient été dans toutes les manifs. Le soir, ils allaient, les samedis soirs, ils dansaient au Bus Palladium. Ils avaient été, Dédé Narbonne m'a raconté
qu'ils avaient été à l'Odéon, qui était occupé, donc en 68, et ils avaient déclaré « Venez nous aider à occuper l'usine ». Et il me dit « C'est comme ça, avec le soutien, qu'on a occupé l'usine ». Et c'était une histoire très, très difficile parce que le syndicat patronal avait laissé aux cadres la possibilité de continuer à occuper l'usine. Ce qui fait que les ouvriers étaient menacés quotidiennement, en fait, par la maîtrise. Et ils avaient mis des voitures qui voulaient faire flamber s'ils étaient attaqués par la maîtrise un jour ou l'autre. Donc, voilà un peu les histoires que j'ai racontées dans ce livre. Des rencontres, beaucoup de rencontres, beaucoup d'espoir, beaucoup aussi malheureusement, de pessimisme. Beaucoup de choses étaient compliquées. Mais il y avait des résultats. L'usine Géo, là, de charcuterie, où j'avais fait embaucher aussi un camarade quand j'avais été licenciée. Cette usine a été une des premières à être occupée avec les grosses usines comme Renault ou Saint-Nazaire. Donc il y avait un travail de fourmis. Je reprendrai une histoire, on dit, un propos de Mao. Je cite beaucoup Mao, hein, comme vous le savez, qui est l'image du pêcheur qui lance son filet pour attraper les ouvriers révolutionnaires, former des groupes de combat. Et si ça ne marche pas, il va retirer son filet pour le lancer ailleurs. C'est un peu l'idée que moi j'avais aussi en travaillant, en m'embauchant. Je ne voulais pas y passer ma vie. Je ne sais pas comment certains y sont restés 5 ans, 6 ans, ensuite en usine, mais enfin, j'avais beau, c'était difficile, j'avais beau me répéter comment Yukong déplaça les montagnes, ou une étincelle peut mettre moque-toi de moi. Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais je me disais que les miennes, prairies, elles étaient bien longues et bien immenses avant d'y mettre le feu. Voilà. Est-ce que tu veux que je dise un mot des Mao Spontex pour en terminer? Oui, il faut préciser, oui. Donc, l'AGP, c'était ce qu'on appelait les spontanéistes. Voilà. De là, les Mao Spontex. Ben, je te laisse. Alors je précise quand même que dans la revue, il y a pas mal de choses, évidemment. Il y a les contributions de Nicole qui sont très importantes, y compris sur d'autres choses comme le féminisme, etc. Il y a une brève contribution de Alain Badiou qui nous définit ce que c'est que l'adjectif maoïste. Il y a d'autres petits textes à droite et à gauche. À propos des maoïstes de l'époque, il y a j'ai trouvé que c'était de circonstance, la notice nécrologique que notre camarade Garnier avait fait au moment du décès du père Glucksmann. C'est à propos des renégats les plus immondes. Donc il était quand même un échantillon assez carabiné. Le fils, c'est pas mal non plus, mais le fils est quand même sur le mode stupide, un peu bené. L'autre était quand même dans le genre cinglé, psychopathe. Donc, tout ça pour dire qu'il y a l'environnement est situé, mais que c'est important, comme il s'agit d'évoquer ce qui a été la matrice quand même et le point d'orgue du gauchisme contestataire de 68, comment ça va avoir ça va être aussi à l'origine, c'est le sous-titre de la revue, de notre idéologie actuelle, et pas seulement au travers des générations, comme par exemple les Glucksmann, mais les Glucksmen, comme je les appelle, mais parce que les positions de classe, l'idéologie qui était chérie à l'époque, etc., vont avoir de l'importance et de l'influence plutôt négative, évidemment, sur la suite des événements. Donc ça, c'est évoqué, et je voulais juste préciser notre nouvel ami. Mais d'abord, explique... Je vous présente le copain Hérisson. Je dis ça, mais parce Trouvé dans le jardin. Il est là d'ailleurs, on a eu cette conversation avec un camarade récemment.
la veine spontanéiste au sein des révoltes étudiantes, c'est encore un truc qui est palpable, disons. Donc tout ça peut paraître ancien, c'était 68, quelle fut belle la révolution, on l'a aimée, etc. Mais à notre avis, et c'est ce pourquoi on a réalisé ce numéro, c'est parce que les questions qui se sont posées à ce moment-là, les orientations politiques qui étaient données par les différents groupes gauchistes, se retrouvent sous des formes sans doute différentes. On cite plus Mao, on n'a plus le petit livre rouge, etc. Mais en tout cas, Dommage. On peut dire que c'est dommage, oui. Mais certaines des grandes orientations d'un point de vue philosophique et surtout en termes d'organisation, ou plus particulièrement, je dirais, de refus d'organisation, on les retrouve encore. Donc, Oui, c'est vrai, parce que donc les Maos Fontex, comme on nous appelait, c'est vrai qu'on fait partie des gauchistes, maladie infantile du communisme, mais il faut dire que c'était une organisation où on ne payait pas de cotisation ni rien. Hein. Y avait pas, C'était spontané. C'était spontané, il n'y avait pas. Et pendant mai 68, il faut rappeler qu'il n'y avait pas de dirigeants. Hein. Il y avait Krivine avec la LCR, nous, machin, je sais pas qui. Bon, bref, il n'y avait pas de dirigeants du mouvement, il n'y avait pas de parti révolutionnaire, communiste et rien. Il y a une anecdote qui me plaît bien. Il y a eu une des manifs étudiantes très importantes, où on a traversé la Seine et ensuite les CRS ont bloqué tous les ponts pour ne pas revenir. Donc on était sur la rive droite et c'était mené par Olivier de Sardan, dont je vous ai déjà parlé. Et il se tourne vers ses camarades, 2 ou 3 camarades, il dit « Où est-ce qu'on va maintenant ? On va à la Bourse ou on va à l'Élysée ?» C'était vraiment... C'est une image du mouvement où il y avait des foules, il y avait des étudiants, et où va-t-on ? Alors, maladie infantile du communisme, je voudrais citer Mao aussi qui définit le gauchisme, et j'aime bien, il dit le gauchisme comme une impétuosité révolutionnaire. Impétuosité révolutionnaire. Précisons quand même une chose qui est importante, parce qu'on aurait dû le dire en préambule. Dans la revue, ce soir, nous parlons du maoïsme français. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas du tout du mouvement maoïste, notamment chinois. Le maoïsme français n'avait pas grand-chose à voir, évidemment, quant à son importance, l'idéologie, les rapports sociaux que ça évoquait, d'un point de vue historique, politique ou autre. Le maoïsme français, c'est une caractéristique typiquement française de l'histoire politique. Le maoïsme chinois, le maoïsme d'origine, c'est complètement autre chose. C'est pas du tout le thème de la revue et du voilà. Oui, mais c'est le gauchisme qui définissait. Bon, j'ai un dernier mot. On parlait du gauchisme chinois aussi. Oui, chinois. Pas du tout français. Mais le dernier mot reste bien sûr à Lénine qui disait en fait ce n'était pas le moment. Il avait bien raison, en fait c'était pas le moment. Le bon moment. Le bon moment, oui, le bon moment. Ajoutons le bon moment. Et oui, juste pour compléter brièvement, parler actuellement de ça, de l'établissement du mouvement de masse, des mouvements de masse, ce n'est pas pour dire qu'il faut aller s'établir ou distribuer des tracts révolutionnaires dans les usines, etc. N'importe comment la classe ouvrière actuelle n'est pas la même du tout que celle de 68. Et par contre, l'éducation, je pense à l'éducation de masse, et c'est à ça qu'on essaye de contribuer, de faire une éducation en fait pour trouver des formes de militantisme adaptées à notre époque. Hein. Que faire, disait Lénine. Oui.
À cette époque-là. À cette époque-là. Quand même, qu'il y a quand même quelques décennies À cette qui époque-là. sont écoulées depuis. Je ne sais pas si vous aviez prévu de l'évoquer, mais à propos du contenu donc de la revue, qui fait quand même une centaine de pages serrées, en 2 colonnes, donc c'est l'équivalent d'un ouvrage de 200 pages facilement, malgré les magnifiques illustrations. Donc il faut se rendre compte qu'il y a pas mal d'ajouts, y compris théoriques. Pour situer un aspect très important de cette époque-là, c'est une époque où tous les témoins pourront vous rappeler que tout était politique, Oui. à l'inverse d'aujourd'hui, et tout était psychanalytique aussi pendant une brève période, on va dire, jusqu'au début des années 70. L'intellectuel le plus influenceur, comme on dirait aujourd'hui, et de toute la classe intellectuelle, hein, je veux dire, c'était massif, ça allait de... sous sa coupe, vous trouviez à peu près tout le monde, y compris même peut-être Sartre, évidemment Althusser et tant d'autres, qui étaient Lacan. Donc, dans cette période éminemment psychanalytique, qui a eu des conséquences également diverses et variées, mais qui est complètement oubliée aujourd'hui, on va voir que le devenir du couple phare de la GP, c'est-à-dire Nicole et Robert Linard, va se jouer sur un fond éminemment oedipien, psychanalytique, etc. Et c'est pourquoi on a reproduit dans la revue une partie de la vidéo de la longue interview que nous avait livré Robert, où vous allez découvrir, je vous laisse le plaisir de la découverte, la raison pour laquelle nous parlons beaucoup d'un objet symbolique essentiel, vous comprendrez pourquoi, qui se trouvait dans la petite vidéo de présentation, si vous l'avez regardée, dans la petite bande-annonce, qui est la fameuse Simca rouge. Je vous en dis pas plus pour comprendre la clé de cette intrigue, de ce mystère. Lisez le livre. Voilà, là-dessus, je vous rends la parole. À toi. Alors, non, c'était simplement un point complémentaire. Oui. Première question très bête, je pense que ça intéressera ceux qui sont là. Comment est-ce que Nicole Linhart en arrive au maoïsme, premièrement, très simplement. Et deuxièmement, une fois qu'on s'est établi, sans dire trop, puisqu'il y en a beaucoup là-dedans, que se passe-t-il? Comment le retour à la normale se passe pour toi? D'abord, comment je suis venue au maoïsme? Eh bien, c'est la rencontre avec Robert Linhart et les althussériens, en fait. Moi, j'étais à l'Union des étudiants communistes au moment de la guerre d'Algérie. Je faisais des études de pharmacie. Et donc, j'étais à l'UEC et sont arrivés la bande des althussériens qui descendaient d'Ulm, on disait. Robert Linhart, il y avait Jacques-Alain Miller qui a épousé la fille de Lacan par ailleurs, Broyel qui est devenu un renégat, Milner, n'en parlons pas, lui aussi. Bon, bref, les gens d'Althusser. Et c'est par Robert, en fait, qui m'a complètement fasciné. Je ne connaissais rien, je n'étais même pas marxiste, J'étais contre la guerre d'Algérie, voilà, j'étais militante à cette époque-là. Voilà, et j'ai dû avaler des tonnes de tomes de Lénine pour être au courant. Et quand il est devenu maoïste, qu'il a pris, en fait, il y a eu une scission de l'UEC pour former le JCML, qui est devenue cette fois-ci pro-chinoise. Donc voilà comment je suis devenue. Je suis toujours restée maoïste, mais par contre, j'ai quitté la GP à l'occasion de la mort de Pierre Auverney, parce que déjà j'étais très opposée à la ligne de Béni Lévy, la ligne d'établissement, et au moment de la mort, il voulait former des espèces de bastions rouges, et donc il avait envoyé tout un groupe d'établis à Renault. Et parmi ces établis, il faut noter, par exemple, que des ouvriers révolutionnaires comme mon fameux Dédé Narbonne, qui avait été vidé de Citroën, après, devenaient eux-mêmes des ouvriers établis. C'est-à-dire,
Dédé s'est établi à Citroën pour rejoindre le groupe des intellos établis cette fois-ci. Et il y en a eu plusieurs comme ça. Et Dédé, d'ailleurs, était un copain de Pierrot Vernet. Pierrot Vernet, lui, était un vrai ouvrier et qui avait rejoint le groupe des Mao de l'usine, qui s'était fait licencier. Donc il y a eu une action décidée par Benny Lévy de distribuer des tracts pour protester contre le fait que Pierrot Vernet était licencié. Inutile de dire que cette action était mal menée. Bon, là encore, c'était pas le moment, à coup sûr. Et ça s'est très mal passé, puisque Pierrot Vernet a été tué par un des mecs de la maîtrise, indirectement. Et bon. La mort de Pierrot Vernet, historiquement, c'est la fin du maoïsme et du mouvement 68 arts, on va dire. Il y a un consensus général pour dater ça du moment de la fin de Pierrot Vernet, de même que le mouvement du 22 mars, dont on n'a pas parlé, était le début des événements de mai 68, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça ce soir. 22 mars. Donc, c'est à ce moment-là que... il y avait une réunion où il y avait tous les intellectuels. Il y avait un soutien, tu en as beaucoup parlé, de tous les intellos à cette époque, pro-maoïstes, qui s'appelait le Secours Rouge, parce qu'il y avait beaucoup, en fait, la cause du peuple était interdite, tous les gens qui la diffusaient allaient en tôle, etc. Donc il y avait des avocats, il y avait de tout. Et j'étais à une réunion du Secours Rouge où j'ai dit à Benny que c'était un assassin et que je quittais la GP à ce moment-là. Par contre, je suis quand même restée tout à fait... Je crois même que j'ai gardé un bout... Tu gardais tes convictions. Et un bout de la maladie infantile, je crois. Tu as dû rester spontanéiste. Mais c'est le bon côté du spontanéisme. Oui, non, mais je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'est plutôt une remarque, mais quand on voit les images, alors vous en doutez, ça se voit à ma tête, j'ai pas vécu les événements. Moi, j'ai une vision un peu rétrospective de tout ça. Mais quand on voit les images de l'enterrement de Pierrot Vernet, ce qui est frappant, c'est de voir, par exemple, la présence de drapeaux palestiniens. Oui. Et ce qui me paraît étonnant, c'est par rapport à la situation actuelle, où on voit que même notre gauche supposée radicale s'est pris les pieds dans le tapis, avec des questions aussi diverses que de savoir sur le mode médiatique, est-ce que vous condamnez la violence? Enfin, vous savez, le baratin habituel, quand on voit la radicalité, ne serait-ce qu'en termes de posture de ce qu'avaient pu être les Mao à l'époque, oui, tout à fait. Ça laisse un peu pantois par rapport à nos équivalents actuels. Oui, sans parler de la lutte contre l'impérialisme américain tous azimuts, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, etc., etc. On voit à quel point les renégats, mais essentiellement les renégats, ont fait école aujourd'hui, puisque c'est massivement l'idéologie actuelle, c'est celle du rejet de tout ça, avec un grand virage fascistoïde, de réaction petite bourgeoise absolument immonde, qui fait que maintenant ils sont tous derrière l'OTAN. Les États-Unis. Oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'anti-impérialisme voulait dire quelque chose. Maintenant, même la supposée gauche radicale est en grande partie atlantiste. Et ça, c'est une vraie distinction, il me semble. À l'UJ, il y avait à peu près 30% de juifs, passionnistes. Il y avait 20% de Benny Lévy, lui-même, au début, n'était pas du tout sioniste. Enfin, officiellement. Il est devenu. Et puis, on a fait des manifs pour la Palestine. D'ailleurs, Christian Ries, il y avait une manif devant l'ambassade d'Israël. Il s'est pris une balle dans les poumons, lui aussi. Donc, on faisait des manifestations pro-palestiniennes aussi. Oui, quand j'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut clarifier ce point, l'influence, je dirais, générique de l'époque, c'est le tournant réactionnaire qui a suivi la fin de cette brève période qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, avec des strates amplifiées génération après génération et alimentées par la maîtrise ignorante revendiquée par les clowns du genre de Rancière et quelques autres. On a vu les résultats en matière d'ignorance là, mais aussi de renversement idéologique total. Oui, il faut dire que des gens comme BHL
BHL était... C'est prétendu Mao. Se prétendait Mao, lui aussi. Hein. Kouchner l'était Kouchner officiellement, l'était aussi, Cohn-Bendit, Milner aussi, la liste est longue. La liste est longue. À un moment donné, tout le monde était Mao. Aussi, Glucksmann faisait partie du journal J'accuse, que Robert avait fondé, qui était un journal un peu plus pour les intellectuels, enfin bon, qui s'appelait J'accuse, et il y avait Glucksmann, Robert Reinhardt, Godard, qui faisaient ce journal à cette époque-là. Oui, c'est pour ça que je me permets un petit commentaire pour essayer de résumer d'une image, mais une image forte, comme on dit aujourd'hui. Pour moi qui l'ai vécu, bon, j'étais la génération d'après, mais on était tous très très conscientisés, comme on disait à l'époque, même à 16 ans, comme j'avais en 68. Surtout que je venais de la grande bourgeoisie, et donc on était très au courant de tout ce qui se passait. Eh bien, ce à quoi j'ai assisté de la part de la plupart de ces générations-là qui étaient mes aînés, c'était une sorte de coitus interruptus généralisé. C'est-à-dire la révolution, ils avaient tous une idée très particulière de ce que c'était. Elle était en général complètement narcissique et égocentrique pour la plupart d'entre eux. Je ne parle pas pour les vrais Mao, y compris les Spontex. Mais la plupart des autres, qui étaient essentiellement alimentés par ce qui est l'idéologie dominante française, qu'il l'était explicitement, qu'il l'est plus que jamais aujourd'hui, mais qu'il l'était déjà et qu'il l'était déjà avant, qui était l'opportunisme. Alors il faut se rendre compte que si tout le monde était Mao, c'était parce que c'était quelque chose d'extrêmement mondain. C'est pour ça qu'on y retrouve donc BHL, Kouchner, toutes sortes de gens, Cohn-Bendit et autres, dont la carrière mondaine va être un succès. En revanche, la carrière de militant politique révolutionnaire va davantage laisser à désirer. Voilà. Oui, surtout sur l'opportunisme. C'est un point qu'on aborde vraiment un peu brièvement dans ce texte, mais l'établissement sur le mode non politique, il avait déjà existé avant. Vous verrez dans le texte, on parle de Jacques Valdour, qui est un sociologue, mais un sociologue royaliste, donc qui s'est établi dans une optique, on imagine, tout à fait différente. De même que Simone Veil, la philosophe par ailleurs, qui l'a fait justement sur le mode subjectiviste, individualiste, comme une espèce de... Comment dire, c'est un élan presque sacrificiel, quoi. C'est de vivre. Ah oui, c'était mystique chez Simone Veil. Mystique, c'est le bon mot. Et par ailleurs, je note que Simone Veil reste relativement à la mode chez beaucoup de milieux anarchistes et que son appartenance à la gauche morale et humaniste, à mon avis, mériterait beaucoup de qualificatifs. Mais bon, c'est une remarque personnelle. Mais en tout cas, il y a des antécédents à ça qui ne sont pas du tout sur le même registre que ce qu'a pu être l'établissement maoïste, quoi. Oui. Quelques mots peut-être sur la période juste après, en quittant la GP. Alors, tu veux parler, en quittant la GP. Oui, parce que quelques mots seulement. Je précise, pour évoquer tout ce que tu as écrit à propos notamment du féminisme. Oui, entre autres. Dans le livre, lisez le livre. Oui, donc je me suis retrouvée plus d'organisation et assez rapidement Robert lui aussi a quitté la GP 3 mois après et a eu de nouveau des épisodes qu'on qualifie de binaires et qui s'est mal terminé, donc, mais ça c'est évoqué. C'est évoqué dans le livre. C'est lui-même. Moi, je n'ai jamais dénoncé quoi que ce soit venant de lui, mais c'est lui-même qui a avoué. Je vais faire une petite incise sur ce point parce que ça me paraît très important, surtout pour ceux qui ont vu le film. Enfin, la vidéo qu'on a... Non, je parle du film. L'adaptation de l'établi. Oui. Dire que justement les mots qui sont ceux de Robert et qu'on connaît tous, en tout cas pour beaucoup, servent de morale au film. Si vous sortez une fois que vous sortez de la salle après avoir vu l'établi, la conclusion, la moralité, je ne sais pas ce que tu en penses Dominique, mais elle pourrait se résumer de la façon suivante. De toute façon, si vous voulez faire la révolution, c'est qu'au départ vous êtes un peu starbé. C'est aussi bête que ça. Le film, la seule chose qu'essaye de transmettre le film, c'est ça. Ce qui paraît totalement décalé quand on lit le livre, qui est très pudique, comme tous ces autres livres d'ailleurs,
quant à sa propre personne. Enfin, à titre individuel, il ne dit quasiment rien. Lisez le livre, lisez l'établi E, lisez l'établi I, qui est un livre Magnifique, fondamental. magnifique. N'allez surtout pas voir le film, qui n'a pas grand-chose à voir. Ça, c'est surtout la morale qu'on peut en tirer. Mais les raisons de ce qu'on... de cette espèce de loupé pathétique et de la manière dont il y a une tentative que tu évoques dans ta préface de récupération aujourd'hui de l'époque maoïste par les quelques rescapés mondains, quelques-uns dont on a parlé, qui écrivent leurs mémoires ou autres, ou qui témoignent, qui se dépêchent de le faire parce que eux et les compagnons de route sont maintenant poursuivis par quelques casseroles qui les rattrapent aujourd'hui. Oui, encore une fois, ça a été le point de départ, puisque ça a été une des raisons pour lesquelles finalement ce projet est arrivé. C'était quand on a vu le film, on l'a vu ensemble avec premier jour. Nicole. L'idée c'était de dire, bon, il y a quand même autre chose à transmettre aux générations actuelles. Surtout il y a un paradoxe dans ce film, c'est que toute l'attention est tournée vers Robert, mais sur le mode du marginal. C'est d'ailleurs le mot qu'emploie le réalisateur en parlant. Si on a lu 2 lignes de Mao dans sa vie et qu'on connaît sa problématique qui est celle de se lier aux masses, et l'établissement fait partie des méthodes qu'on peut envisager en tout cas. Voir le film et constater que tout est réduit à une question même pas personnelle mais même psychologique, c'est un travestissement assez grave de ce qu'était le livre en fait. Et le méfait de la subjectivation. Voilà. On va commencer à dire à partir de cette époque. Donc je me suis retrouvée Oui, ton féminisme. mon féminisme. Ta vie de femme. Oui, voilà, après. Oui, d'abord, je me suis interrogée, c'est toi qui m'as posé la question de parler du féminisme, et j'ai tout de suite repensé finalement à l'UJCML, enfin l'organisation militante dont je venais. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de femmes dans la direction, que les décisions étaient prises par le cercle qu'on connaît bien, et il y a eu une réflexion d'une militante une fois que j'ai rencontrée qui m'a dit mais toi aussi tu faisais partie de la bande des mecs, t'étais comme un mec, tu parlais à Benny Lévy, à Robert Linhart, tu descendais dans les cellules, prêcher la bonne parole. Et c'est vrai, en fait, je ne me rendais même pas compte. Mais c'est encore une fois au moment de la mort de Pierre Auvernais où il y a eu cette fois-ci, plusieurs militantes qui s'en sont pris à Benny Lévy comme moi je m'en étais pris. C'est-à-dire, il y avait ce sentiment, c'était très machiste, quoi. Bon, alors après, si on veut parler du féminisme, j'ai traîné un peu au MLF, qui lui aussi, dans le style, malgré son nom, dans le style reproduisant tout ce qu'il y a dans les organisations de mecs, qui est dirigée quand même, Antoinette Foulk et sa copine, héritière de Fiat, c'était quand même, là encore, une organisation hyper autoritaire. Bon, et typiquement bourgeoise. Typiquement bourgeoise. Mais donc, moi, j'ai un peu milité, comme beaucoup, dans d'autres groupes du MLF, des revues, comme Sorcières, etc. Et puis, bien sûr, milité pour la liberté d'avortement, comme beaucoup d'autres à cette époque. Bon, j'ai repris des études, j'avais fini mon diplôme, mais enfin, je me suis spécialisée, et j'ai fait une carrière à l'hôpital Beaujon, dans un service de médecine nucléaire. Et là aussi, la situation, quand on est femme, divorcée, 2 enfants jeunes, pas trop mal fichus, là, vous êtes soumise quand même à plus que des pressions. Des attouchements, si vous ne mettez pas quelques baffes au passage. Donc le milieu est là encore, très machiste. Et donc,
j'ai dû travailler d'ailleurs en tant que femme beaucoup plus qu'un mec pour ma thèse d'État, mon doctorat d'État. Et puis je me suis occupée d'un labo de recherche et je donnais des cours également de biophysique à la faculté. Et je me suis aperçue, c'est facile et c'est toujours pareil, la première année de médecine, qui est une année très difficile, il y avait 60% de femmes qui étaient reçues. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand vous allez dans un service, comme le service de chirurgie, il n'y avait plus de femmes. Hein, et dans d'autres services, c'est pareil. Les nominations ensuite, quand on passait... Pourtant, elles devenaient médecins, il y avait pas mal de femmes qui devenaient... Mis à part mes copines qui viennent partir, là, la situation de devenir, d'être nommée ensuite, était beaucoup plus difficile pour les femmes. Je me suis spécialisée dans le nucléaire, les effets des ionisations à faible, moyenne et forte dose. Et je me suis aperçue également que dans le milieu du nucléaire, scientifique cette fois-ci, malgré mes publications qui étaient par dizaines, je n'étais jamais invitée dans des colloques scientifiques. Enfin, et quand vous regardez les femmes, bon, on a eu Marie Curie, Isabelle, Joliot, bon, très bien. Mais ensuite, bon, c'est pour ça que je faisais moi-même... J'organisais moi-même des colloques scientifiques pour parler de mes travaux scientifiques et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai publié 2 livres et Dominique nous a proposé de les présenter aussi à la librairie, qui sont des souvenirs de gens, de grands scientifiques qu'on avait interviewés. Et puis... je devrais parler aussi de l'adoption, où dans ce milieu, c'était un peu difficile d'adopter seule. Donc je me suis mariée pour adopter. Et là, j'ai découvert avec ma fille Marie, qui est dans le coin, qui me fait des sourires, là. J'ai découvert aussi l'école, parce que mes enfants, Pierre et Virginie, étant beaucoup plus grands, j'ai découvert l'école et... les espèces de problèmes liés à l'éducation, même pour les très jeunes enfants, qu'il y avait dans cette école, rue Hippolyte Mindron, qui était là. Donc il a fallu aussi se bagarrer au niveau de l'éducation, quasiment à la maternelle, quoi. Voilà un peu... C'était des problèmes que tu n'avais pas eu à aborder lors de la précédente génération d'enfants, lors de ton premier mariage. Non, c'était devenu beaucoup plus important parce que d'abord le 14e était devenu, au début il était plus bobo à mon avis que du temps de Marie, c'est-à-dire c'était beaucoup plus mélangé, socialement. Il y avait aussi des femmes divorcées comme moi, alors que dans le temps, c'était, oui, j'ai aussi la mère d'une copine de Marie qui peut confirmer qu'il y avait vraiment des difficultés dans cette école. Un seul exemple, bon, brièvement, il y avait la mère avait des jumelles, 2 jumelles. Elle était très bien, elle ne voulait pas que ses jumelles aillent dans la même classe. C'était en quoi? En C quoi? En CE1. Donc il y avait 2 CE1, elle les met dans les 2 écoles. Il y a des photos de classe. Et il y en avait une où il n'y avait que des enfants blancs, très bien, impeccables. Et l'autre, où il y avait Marie et l'autre jumelle, eh ben, il y avait des petits Mamadou, des divorcés, il y avait 2 classes qui étaient séparées. Mais ça, c'est dans la période récente. Récente, oui, je te parle de... C'était quelle année, ça, à peu près? C'est 96, voilà. 96. Donc, ma question, c'est,
tu n'as pas eu à affronter ce genre de difficultés avec tes 2 premiers enfants? Non, parce que c'était importantement, moi je disais, quand Pierre ou Virginie se plaignaient, je disais, c'est la maîtresse qui a raison, c'est le maître qui a raison. Alors, moi c'était ça. Alors que avec Marie et Arzou, la fille de Sevda qui est là, les parents d'élèves prenaient le pouvoir dans l'école, complètement. Les organisations, si un mec avait levé la main sur quelqu'un, aussi c'est que les parents organisaient des réunions, etc. Il y avait vraiment un changement de mentalité. Et ce changement, tu ne l'as pas perçu comme positif. Oh, c'est là qu'il va bien falloir le dire. Loin de là, loin de là, loin de là. Il y avait une maîtresse qui enseignait la méthode Freinet dans une des classes de Marie, qui a été... On a manqué de la faire virer. Et les autres profs, et la directrice, et tout le monde. Il a fallu qu'on fasse, nous, une action, quelques parents, avec, d'ailleurs, comment il s'appelait, Cassagnou, qui était là, À l'époque, c'était Castagnou, oui. Feu Pierre Castagnou. Oui, qui était le maire du 14e, qui nous avait soutenus. On était de tout le quartier. Hein, jusqu'au rectorat pour faire garder cette bonne femme qui, en fait, avait une éducation géniale à la portée de tout le monde, mais elle ne donnait pas de devoirs. Alors les parents étaient furieux, parce qu'on donnait... Ils avaient 6 ans, hein, les gosses, 7 ans. On ne donnait pas de devoirs. Alors maintenant, c'est l'inverse, hein, comme tu sais, peut-être. Oui. Et ça ne donne pas de meilleurs résultats. Non. Bon, donc, après quelques points sur l'état de l'éducation nationale, peut-être une dernière chose pour revenir à ce qu'était le point de départ, à savoir le film. Vous aurez remarqué, ou vous remarquerez, si jamais vous avez le malheur de le voir, que 3 personnages masculins, qui étaient les ouvriers yougoslaves, ont été remplacés par des femmes. C'est la manière dont le cinéaste a estimé qu'il fallait être inclusif. Et donc, s'il voulait faire œuvre de féminisme, ce qu'on a décrété, c'est qu'il aurait mieux fallu laisser la parole à Nicole. Et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est à votre tour. Si jamais vous voulez poser des questions, on vous écoute. Oui, moi je me demandais au début de votre présentation, vous avez dit que vous définissiez comme un groupe anti-révisionniste. Et donc vous avez aussi dit que vous avez appartenu à l'UEC au début, avant l'UJCML et tout ça. Et donc je me demandais en quoi l'UEC était révisionniste et qu'est-ce que vous voyez de révision, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, pour les néophytes, je précise l'UEC, Union des étudiants communistes. On a parlé de l'UJCML, c'était l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Voilà. Comment en fait vous perceviez ce révisionnisme dans le PCF, l'UEC, la CGT, etc. Non, mais à l'UEC, en fait, il y avait plusieurs groupes différents. Il y avait les trotskistes, mais il y avait les lambertistes, les machins, enfin, je sais pas quoi, plusieurs. Il y avait la nébuleuse trotskiste. Il y avait les pro-Gramsci, les pro-italiens, hein, type Gramsci. Il y avait des pro-PCF, puisque c'était Roland Leroy qui s'occupait de l'UEC. Hein, mais il est CSD. Et puis, il était éditeur de l'UMA à l'époque. Oui, il était éditeur. Et il y avait trempe, hein, respect Roland Leroy. Et il y avait il y avait un groupe, Labgel. Alors eux, c'était Péninou, Cravette et compagnie. Ils étaient pour le salaire étudiant. Il n'y avait pas d'étiquette particulière. Et puis il y avait 2 pro-chinois, et moi, dont Olivier de Sardan d'ailleurs, et un grec qui était là. Et puis ensuite... Oui, allez, le contexte, il faut évoquer les grands événements, le programme commun, le 22e congrès 22e congrès, c'est quand même le moment où c'est même plus la peine de parler de révisionnisme, puisque le Parti communiste français abandonne les principes même du marxisme. Donc, mais là, on est avant. Hein. Là, on est en 67. Oui. On est en 67. Ce syndicaliste qui vous initie, entre guillemets, à l'établissement, vous présentez déjà comme anti-révisionniste. Oui. Qu'est-ce que c'est le révisionnisme et l'anti-révisionnisme en 66, selon vous, dans votre perception? C'était déjà l'abolition de la dictature du prolétariat, contre lequel, d'ailleurs, Althusser, qui était au PCF et qui est resté toute sa vie, s'était insurgé.
Mais sauf qu'il est resté, lui. Mais c'était ça, le point central, c'était l'abandon de la dictature du Parce prolétariat. que c'est un point qui est peut-être un peu, enfin qui paraît contradictoire, mais c'est que quoi qu'on pense des travaux d'Althusser et souvent des résultats auxquels il arrive, au départ, l'entreprise philosophique dont il se réclame, elle a pour but de lutter contre le révisionnisme, ce qui à mon avis explique en partie la posture de gens comme Robert. Oui, alors, oui, c'est ça. Là, ce serait un petit peu long de répondre parce qu'il va falloir évoquer tout ce qui se passe à partir, en gros, du rapport Khrouchtchev. Donc, tu vois, il faut remonter un peu avant. C'est là qu'on va avoir une nouvelle forme de révisionnisme. Je vais être très bref, mais je vais jouer mon pontifex maximus quand même pour clarifier les choses. Et le révisionnisme dans la vulgate marxiste, ça commence peu de temps après, disons, la mort de Marx. C'est Kautsky, Bernstein. Non, c'est bien l'avant-guerre. C'est une première. C'est là qu'on va commencer à parler de révisionnisme. Alors, c'est complètement autre chose qui va. Alors, il y aura plusieurs variantes, mais disons que à la mort de Staline, on va voir, y compris la rupture sino-soviétique, toute une série de phénomènes, et va émerger lui-même avec beaucoup de variants différents, ce qu'on va appeler le révisionnisme, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Mais ce révisionnisme lui-même a des formes extrêmement différentes, puisqu'en gros, tout le monde se traite mutuellement de révisionnistes à cette époque-là. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Mais donc, ça, c'est pour contextualiser ce que t'explique Nicole. Et si je peux rajouter un petit trait d'humour que je te propose, c'était au moment de l'éclatement de l'UNEF, d'aucuns criaient Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, et des gens du EC criaient Pif, tonton, tata, pifou, Hercule, sachant que le journal Vaillant était le journal diffusé par les militants du Parti communiste. Oui, alors donc peut-être que tu peux quand même clarifier. Donc le révisionnisme, c'était une espèce de, comme on dirait aujourd'hui, de perte de sens généralisée, mais qui a été engagée déjà depuis une bonne décennie à la fin des années 60. Et qui est lié évidemment à l'évolution des rapports sociaux de production, comme on dit chez nous, qui s'était considérablement transformé, mais aussi à cet événement quand même qui a été fondamental, qui a été après la mort de Staline, le rapport Khrouchtchev, avec toutes ses conséquences. Et la montée en puissance, on va dire, avec de caractères néfastes qu'on peut observer à partir de ce moment-là, entre autres choses, en France, face aux maoïstes, il y en avait un certain nombre, et ils ont eu leur acmé, comme on vient de le dire, mais à partir de là, après, on va voir tout le monde, tous les variants des multitudes trotskistes. Et ça, c'est ce qui va vous amener à l'effondrement actuel. Donc la forme de révisionniste, on va dire... Il y avait d'autres questions, peut-être ? Oui, C'est bon ? Allez-y. Oui, moi je voudrais... Je suis étonné parce que je suis venu ici par le canal d'Annie Lacroix-Ris. J'ignorais complètement l'existence de votre groupe, de votre filière, etc. C'est très intéressant. Mais j'aurais l'immodestie de faire part de ce que j'ai commis une réflexion sur toutes ces questions de l'époque-là et du communisme, etc., dans un petit livre qui s'appelle Les deux formes, si ça vous intéresse de le retrouver. Mais pour passer directement à la question du féminisme, parce que la question du maoïsme, tout ça, c'est un peu compliqué, mais là, moi, je fais actuellement le tour de pas mal de réunions de ce genre, des cinéastes, un groupe de cinéastes radicaux, le Parti communiste, etc. Et je suis un peu le débat. Et ce qui me semble, et ce que tu dis, je retrouve dans ce que tu dis aussi, c'est que tous ces mouvements-là d'obédience marxiste, révolutionnaire et tout, en fait, moi, il me donne l'impression d'être bloqué dans ce qu'on appelle ailleurs un entre-soi, ou d'être bloqué dans une intériorité. C'est-à-dire, on a peur de la lumière. C'est typique chez les féministes, on fait du syndicalisme finalement. On fait du syndicalisme et pas de la politique.
pour reprendre le vocabulaire politique. C'est-à-dire, pour le féminisme, c'est là on le voit clairement, on lutte contre les violences aux femmes, pour les femmes accèdent à ceci. On a encore eu dernièrement une femme qui s'est proclamée la première femme qui occupe tel poste. Je crois que c'était à l'Assemblée nationale, etc. Alors qu'on est, et c'est résumé ça par moi je résume ça par la loi de parité de 99, qui fait une loi de concurrence entre les sexes. La loi favorise l'égalité des sexes, l'accession de tous les sexes. Alors que moi, ce que je pense justement sur le féminisme, qui permettrait peut-être de crever l'abcès, c'est qu'on passe au féminisme de droit. Alors là, parce que là, il n'y a plus d'origine du pouvoir. Dans la loi favorise, qui favorise? C'est évidemment ceux qui détiennent la loi, c'est-à-dire les hommes. Si on passe au fait que les pouvoirs publics sont paritaires de droit, on passe à autre chose. Alors, il me semble que, justement, c'est ce passage-là que dans à peu près tous les domaines, on n'a pas. Moi, je vais dans pas mal de réunions publiques de ce genre. D'abord, c'est par hasard, ici encore, il y a des jeunes. Mais je vous assure que j'ai assisté à des réunions de 200 ou 300 personnes. La moyenne d'âge, c'est 75 ans. Hein. Oui, mais ça, c'est dans le milieu, on va dire, qualifié de communiste orthodoxe. Voilà, oui. Dont je suis réputé faire partie, en n'ayant jamais été membre du parti. Je suis allé aussi aux réunions du CUEM, Centre universitaire d'études marxistes, qui est basé à Jussieu. Oui. J'y vais plus parce qu'ils ont rallié, tout ça, c'est l'Ukraine. Ça, c'est le marxisme de chair. C'est ce qu'il y a de pire. Oui. Et ce qui s'est... mais je veux dire, le problème, il est même le verrouillage. Mais le verrouillage dont tu parles, il a une cause... Bon, il a plein de causes. On n'a pas le temps de développer ça. Certains aspects sont évoqués lisez le livre, sont évoqués dans le livre, mais ça fera sans doute l'objet d'autres discussions dans cette librairie. On a eu beaucoup, mais il y a un point important qu'on a oublié de signaler, enfin qui a été évoqué en creux, c'est que cette évolution du révisionnisme, on va dire, moderne, d'après-guerre, et d'après Staline surtout, va aboutir à un effondrement majeur, qui va être le bouleversement principal, essentiel, en tout cas dans l'idéologie qui nous intéresse en principe un peu tous, et principalement qui était au cœur de la gauche française. C'est le communisme, c'est l'effondrement du Parti communiste. On a parlé donc du 22e congrès. C'est la fin. C'est la fin de cet effondrement. Le coup de pied de l'âne, le moment ultime de la mort, c'est le mitterrandisme, c'est l'arrivée de Mitterrand. Alors là, c'est vraiment le commencement de l'abîme qui s'ouvre devant eux. Mais le Parti communiste, il faut se souvenir quand même qu'en 69, donc après 68, au moment de l'élection qui va amener, après la démission de De Gaulle, qui va amener Pompidou au pouvoir, brièvement, le Parti communiste, même à l'élection, Duclos a failli être au deuxième tour. Cela dit, chers camarades, vous êtes des citoyens. Et le 1er juin, vous aurez à faire un choix. La bourgeoisie de notre pays, qui ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, présente en somme 2 candidats qui sont des cousins germains, si ce n'est des frères siamois. Il s'agit des 2 P, Monsieur Pompidou et Monsieur Poher. D'ailleurs, ils sont si proches l'un de l'autre qu'ils se reprochent réciproquement de se voler leur programme. Mais, si vous voulez m'en croire, si vous voulez suivre mes conseils, vous ne voterez ni pour Pompidou, ni pour Poher. Et vous ne voterez
voterai pas davantage non plus pour Gaston Defferre. Il fait 20%. Et donc pendant toute la période qui a suivi donc la libération et jusqu'à 69, le Parti communiste est le plus important en moyenne parti de France, en nombre à la fois en potentiel électoral, en nombre de militants très loin devant tout ce qui existe pendant toute la période. Et à partir de justement de 69, ça va commencer à s'effondrer. Et de mon point de vue, qui ai observé ça à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, de France et de l'étranger, c'est le moment décisif qui va produire, y compris les faits que tu observes, me semble-t-il, y compris d'une manière idéologique générale. C'est le fait qu'il n'y avait plus de relais dans ce qui pouvait être un combat politique basé sur la lutte des classes et sur le conflit au niveau du rapport de production et donc des classes qui étaient déterminantes dans ce rapport de production. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on va avoir une vaste classe moyenne qui va devenir ultra majoritaire au terme de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, eh bien, c'est la même époque, hein, eh bien, ça va produire, y compris les faits les faits politiques et idéologiques que tu viens de signaler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Je pense, c'était la question sur le féminisme, j'ai pas développé beaucoup, mais mon action en tant que féministe a toujours été politique, c'est-à-dire, on va pas le développer ici, je suis contre absolument les formes wokisme actuelles du féminisme, hein, tout ce type de choses. Moi, j'étais pour la parité de nomination des étudiantes à des postes importants. Vous voyez, donc c'est développé là encore dans le livre. Voilà. Y avait-il d'autres questions? Après, on va peut-être passer à une conclusion parce que le temps a filé. Il faut le temps de. Oui. On va juste laisser quelques instants à notre dirigeante bien-aimée pour conclure, peut-être. J'ai dû conclure déjà. La question posée, c'est encore une fois l'espoir qu'il y ait des changements, qu'il y ait de nouvelles formes d'organisation, de lutte. Voilà, c'est que faire encore et toujours, quoi. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce numéro qui, comme l'indique, la 4e de couverture va servir à l'édification des jeunes générations. Voilà. Comme dit monsieur, pas que les jeunes générations. Je veux vexer personne. Et surtout, n'oubliez pas que les réactionnaires sont des tigres de papier, comme dirait le président Mao, et que donc il y a de l'espoir. Donc que faire dès ce soir? Commencer par lire le livre. Elle est très bonne. Voilà. Et là-dessus, bravo. Merci Nicole. Et que faire de celui-là? Demain, il sera cadre syndical. Il faut radicaliser notre pratique, les occupations d'usines. Mais c'est pas mal, mais c'est mieux avec séquestration. Directeur et cadre dans les placards, d'accord. Mais tout ceci ne fait pas avancer. Il nous faut des qualitatifs. Et un journal. Si on occupait un journal. Tu veux dire qu'on le sortirait nous-mêmes pour faire connaître notre force? Qu'as-tu à dire? Bien, il y a aussi la radio, la télévision et tous les centres de communication. Comment peut-on les prendre? Ne le dis pas ici. Soyons discrets, la rousse est dans la salle.